Eh bien, welcome back, comme on dit en bon français. On va passer tout de suite à la suite de notre 24e colloque risque pays de COFAS. Dans quelques instants, nous consacrerons notre deuxième table ronde de la journée à la Chine. On parlera, comme on avait prévu de le faire, du rôle que joue aujourd'hui le consommateur chinois dans l'économie mondiale. Mais naturellement, on vous livrera à chaud grâce aux experts que j'aurai autour de moi dans quelques minutes. Donc, une première analyse des conséquences potentiel de cette crise sanitaire qui est en passe, bien sûr, de devenir aussi une crise économique. Mais en attendant, j'ai le plaisir d'appeler à cette place Julien Marcilly, le chef économiste de COFAS, qui va vous présenter la première partie de ses travaux sur l'évaluation, sur le panorama du risque pays, une première partie consacrée aux économies avancées. Julien Marcilly. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme il a été dit, j'interviens après une table ronde passionnante sur les États-Unis et avant une autre qui sera tout aussi intéressante sur le consommateur chinois étant donné l'actualité. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de commencer cette présentation avec, vous me voyez venir avec mes grands sabots, le conflit international entre les États-Unis et la Chine. Alors, Fabrice Brégier le disait un peu plus tôt ce matin, ça a été le sujet d'incertitude numéro 1. Et donc j'entre tout de suite dans le vif du sujet avec les premiers visuels que je vous montre. Vous voyez sur celui de gauche, eh bien justement, ces incertitudes qui sont quantifiées. Ce sont des incertitudes quantifiées, c'est la fréquence d'occurrence de mots liant l'incertitude et l'économie dans les grands quotidiens de la presse internationale. Vous voyez la courbe en bleu sur le graphique de gauche. C'est un plus haut niveau historique. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois que cette courbe est à un niveau élevé, c'est vrai. En revanche, c'est la première fois qu'elle est à un niveau élevé en raison de la courbe en verte que vous voyez juste en dessous, qui est faite avec le même principe, mais qui sont les incertitudes plus spécifiques liées au commerce international. Alors, il y a exactement 4 ans, nous étions parmi les premiers à essayer de quantifier l'impact de cette courbe en bleu, ces incertitudes, sur la croissance des principales économies du monde et des économies matures. Depuis, d'autres s'y ont attelés, et notamment des travaux très intéressants ont été réalisés l'année dernière, qui consistent à quantifier désormais l'impact de la courbe en verte, donc le commerce international, sur la croissance mondiale. Et leur conclusion, c'est que l'année dernière, la croissance mondiale a été réduite d'environ 3/4 de point du simple fait de ces incertitudes commerciales. Donc ce que vous voyez à droite, c'est quelque chose d'assez simpliste, c'est que sur la croissance mondiale que vous observez sur le graphique, nous avons ajouté pour 2019 ces 3/4 de point en orange. Et vous constatez comme moi que, sans ces incertitudes, la croissance mondiale l'année dernière aurait été stable. Donc, inflexion sur la croissance mondiale, et puis vous l'avez suivi aussi, la tendance est encore plus marquée si on regarde uniquement le commerce international. Pour la première fois depuis 10 ans, le commerce international a baissé en volume en 2019. C'est un choc qui est global. Toutes les régions ont connu des baisses de leur commerce l'année dernière. Alors, le paradoxe apparent, en tout cas, c'est que ce n'est ni la Chine ni les États-Unis qui ont le plus souffert. Quand on regarde région par région les baisses les plus marquantes, vous le voyez peut-être sur la contribution pour 2019, la région qui a le plus souffert, c'est l'Asie en dehors de la Chine. Alors je disais paradoxe apparent parce qu'en fait, ce n'est pas surprenant. L'année dernière, à la même époque, ce que nous vous disions, c'était que le principal risque à suivre pour l'année 2019 seraient les effets de second tour, les effets de contagion des mesures prises par les États-Unis sur les fournisseurs de la Chine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà pour 2019. Maintenant, 2020, on a notre petit modèle de prévision du commerce international. On utilise comme variable la confiance des industriels aux États-Unis, les prix du pétrole, les indices du coût du transport maritime, et puis également les exportations coréennes, parce que c'est souvent vu comme un bon résumé du commerce mondial. Et on aboutit à ce que vous voyez, un rebond très timide. Pourquoi pas plus ? Pour une raison très simple. Je parlais d'incertitude, d'inquiétude. Le protectionnisme, ce n'est pas seulement ça. Xavier le disait dans son introduction un peu plus tôt. Le protectionnisme, c'est aussi une réalité.
Plus de 1000 mesures protectionnistes ont été annoncées l'année dernière. C'est l'Institut maintenant qui fait figure de référence Global Trade Alert, dont nous recevions d'ailleurs ici même l'année dernière son directeur pour une table ronde, qui répertorie toutes ces mesures. C'est la même chose qu'en 2018, mais c'est quasiment le double des années précédentes. Alors, au moins en 2018, il y avait une petite bonne nouvelle, c'était que, si vous regardez pas uniquement la barre bleue sur le graphique de gauche, c'était la verte. C'était qu'au moins, eh bien, certes, il y avait eu davantage de protectionnisme, mais ça avait été en partie compensé par également davantage de mesures visant à libéraliser le commerce. Pour une raison très simple, des économies, des zones qui s'étaient senties visées, par exemple par les États-Unis, avaient cherché d'autres amis, avaient essayé de chercher d'autres partenaires commerciaux. Donc ça avait accéléré notamment eh bien, la négociation d'accords commerciaux, ou leur conclusion en tout cas, qui étaient liés par exemple à l'accord entre l'Union européenne et le Japon ou d'autres. Mais vous voyez que 2019, eh bien, nous n'avons même pas cette bonne nouvelle. Donc une montée assez généralisée du protectionnisme. Alors, jusqu'à maintenant, tout ce que je vous dis n'est pas très surprenant, vous l'avez déjà lu l'année dernière. Il y a quand même, quand on décortique ces chiffres un peu plus précisément, 3 surprises à noter. La première, on se focalise uniquement sur les droits de douane, c'est ce qui a fait la une de l'actualité. Dans les faits, les droits de douane, c'est seulement une mesure protectionniste sur 6 dans le monde. Tout le reste, eh bien, beaucoup de subventions à l'exportation, on n'en parle pas, beaucoup de quotas d'importation, beaucoup également de baisse de taxes pour des entreprises locales afin de les protéger face à la concurrence étrangère, et bien sûr, toutes ces mesures ont aussi des impacts négatifs sur le commerce international. Deuxième surprise, finalement, quand on regarde depuis 2017 l'ensemble des mesures protectionnistes qui ont été prises, eh bien, il y en a seulement 23% qui ont été décidées soit par les États-Unis, soit par la Chine. C'est plus qu'auparavant, c'était 12% en 2015-2016. Mais même si ça a augmenté, 23%, vous constatez comme moi qu'il y a plus des 3/4 des mesures protectionnistes qui ont été prises dans le monde depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui sont ni du fait de la Chine, ni du fait des États-Unis. Et troisième, peut-être surprise, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. D'un côté, nous avons beaucoup plus de mesures protectionnistes qui sont prises, mais de l'autre, il n'y a pas plus de biens qui ont souffert à un moment ou à un autre depuis 3 ans de mesures protectionnistes. Alors, quand on dit ça comme ça, a priori, ça n'a pas de sens. En fait, il y a une explication et une seule, c'est que finalement, il y a toujours plus de mesures protectionnistes qui ciblent les mêmes biens. Dit autrement, on passe d'un protectionnisme qui est assez diffus, qui touche peut-être un peu tout le monde, mais sans frapper très fort, à un protectionnisme, si je reprends le jargon un peu de l'assurance, un protectionnisme de sévérité, un protectionnisme plus massif, un protectionnisme qui fait plus mal. Et autre illustration de cette tendance, parmi toutes ces mesures protectionnistes que je viens de vous montrer, qui comptabilisent à la fois des petites, des grandes, sans vraiment les quantifier, on peut en faire ressortir 73, ce sont celles que vous voyez derrière moi, qui, chacune d'entre elles, ont eu un impact d'au moins 10 milliards de dollars sur le commerce international. Donc elles sont classées par ordre croissant. Parmi toutes ces mesures, nous avons fait ressortir en orange celles qui sont liées directement au conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. En ocre, on a fait ressortir celles qui sont liées à la guerre commerciale américaine, mais qui ne ciblent pas spécifiquement les États-Unis. Par exemple, les augmentations de droits de douane sur le secteur de l'acier, qui ciblent un grand nombre de pays. Bon, encore une fois, ce qui est visible très facilement, c'est que même quand on tient compte de toutes ces mesures, elles représentent seulement 14 de ces 73 mesures géantes qui ont été décidées depuis début 2017. Et quelles sont les autres ? Les autres, elles sont très variées. Elles viennent de très nombreux pays, le Brésil, l'Inde, l'Union européenne, la Russie, et elles touchent, comme je le disais, ce sont un très grand nombre d'instruments, pas seulement des droits de douane. Donc encore une fois, tout ça pour vous dire que cette montée du protectionnisme, c'est une lame de fond qui est beaucoup plus générale que la simple partie émergée de l'iceberg, qui est ce conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Ce qui amène d'ailleurs à se poser une question. Parce que jusqu'à l'émergence de cette question du coronavirus en Chine, les marchés financiers célébraient depuis le début de l'année, en quelque sorte, cet accord dit de phase 1
entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, on peut se demander, même dans le meilleur des scénarios possibles, si Donald Trump respectait cet accord de phase 1 d'ici l'élection présidentielle, on peut se demander légitimement si ce serait suffisant pour que ça permette de relancer l'industrie mondiale et le commerce mondial, quand on sait que la grande majorité finalement du protectionnisme, elle est décidée ailleurs par un très grand nombre de pays et en utilisant un très grand nombre d'instruments. Alors, question suivante. Est-ce que ça marche, ce protectionnisme ? Est-ce que ça marche pour le président américain ? Vous le savez, son objectif affiché, c'était de réduire le déficit commercial des États-Unis. Là, sur le visuel de gauche, eh bien, vous observez d'abord le déficit commercial américain en 2018, il avait augmenté de 10%, et puis pour les 11 premiers mois de l'année 2019, eh bien, cette fois, en apparence, en tout cas, il a baissé de 2%. Alors, a priori, on peut se dire, ça marche un peu, sauf que, quand on regarde dans le détail, cette baisse du déficit commercial, cette très légère baisse du déficit commercial américain, en fait, elle est uniquement due aux moindres importations de biens énergétiques aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous le voyez avec la contribution en rouge foncé en bas, qui sont les importations en provenance des pays du Golfe. Mais si on enlève cet effet, eh bien, le déficit commercial américain a continué d'augmenter l'année dernière. En fait, certes, le déficit commercial américain a baissé avec la Chine. Vous voyez là le bleu foncé qui a beaucoup diminué, mais ça a été plus que compensé par tous les pays que vous voyez en haut. Et parmi ces pays, il y en a deux quand même qui ressortent comme étant les gagnants de cette guerre commerciale. Un, le Mexique, et deux, le Vietnam. Dit autrement, les effets de substitution, parce que c'est ça la raison d'être du protectionnisme, vous protégez vos entreprises locales contre la concurrence étrangère et vous pensez que ça va leur permettre de produire davantage. Eh bien, cet effet de substitution ne marche pas. Et donc Gérard Haro, tout à l'heure, disait Donald Trump se focalise uniquement sur les machines à laver et les voitures. Eh bien, il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, parce que c'est arrivé le jour justement de notre colloque, ça coïncidait avec l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur les machines à laver. C'était les premières. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé sur les machines à laver ? Les importations ont baissé pendant quelques semaines, quelques mois, avant de repartir à la hausse, pour les raisons que vous connaissez. Alors, il y a eu une étude très intéressante de la Réserve fédérale américaine qui a été publiée il y a quelques semaines, juste avant Noël, et qui confirme un peu ce diagnostic. Ce qu'elle dit, c'est très simple, vous le voyez à droite. Quand on regarde ces effets de substitution, certes, certaines entreprises aux États-Unis ont pu produire un peu plus parce qu'elles ont été protégées. Et ça a permis d'augmenter l'emploi aux États-Unis de 0,3%. Le problème, c'est qu'à côté de ça, d'autres ont souffert de l'augmentation du prix de leurs intrants, et ça a généré une baisse de l'emploi, et d'autres ont aussi souffert, bien sûr, des mesures de rétorsion qui ont été décidées par la Chine, mais aussi par l'Europe et d'autres pays. Et donc, en net, vous constatez comme moi que l'effet est quand même très largement négatif sur l'emploi américain. Alors, c'est l'effet lié au protectionnisme. Le fait est que, quand vous ouvrez un journal, vous lisez la presse, vous voyez aussi que le taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis est à un plus bas depuis 1969. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a, un peu comme en Europe, une économie aujourd'hui qui est divisée en deux. Entre d'un côté l'industrie qui est à la peine, et puis de l'autre les services qui continuent de bien se porter. Et on le voit très bien quand on regarde filière par filière la situation de l'industrie américaine aujourd'hui. Sur la droite, vous voyez les filières manufacturières qui se portent le mieux, ce sont celles qui sont le plus liées aux activités de service. Sur la gauche, celles qui se portent le moins bien. Et donc on observe tout à gauche les nouveaux puits, les nouveaux forages qui sont en baisse d'un quart l'année dernière. Il faut s'attendre à des risques plus élevés dans le secteur de l'énergie aux États-Unis parce qu'il y a eu des excès de production. Et donc il y a beaucoup de petits acteurs aujourd'hui très endettés qui vont devoir soit disparaître, soit fusionner avec d'autres. Ensuite, le secteur du textile en crise depuis de nombreuses années, rien de nouveau. Et puis juste après, la métallurgie et l'automobile, pourtant deux secteurs protégés a priori par l'administration américaine. Donc ça confirme ce qu'on disait. Alors je le disais, donc, d'un côté l'industrie qui va plutôt mal, de l'autre les services qui se portent plutôt bien, et il y a un autre secteur qui se porte aussi très bien en ce moment aux États-Unis comme en Europe, dans ce cycle économique un peu inhabituel, avec des politiques monétaires qui sont très expansionnistes alors que pourtant le taux de chômage est bas, c'est la construction.
La construction, habituellement, vous le voyez sur le graphique de gauche, dans notre jargon d'économiste, on dit que c'est un secteur procyclique, c'est-à-dire que, eh bien, elle ralentit quand l'ensemble de l'économie ralentit. Et vous le voyez là à gauche pour l'exemple de l'Italie, eh bien, il y a une déconnexion. J'aurais pu vous montrer le même graphique pour quasiment n'importe quel autre pays européen ou même les États-Unis, on aurait vu la même tendance. Il y a une déconnexion pour les raisons que j'évoquais. On est à des niveaux de taux qui sont aujourd'hui très bas, alors qu'on devrait avoir des niveaux de taux plus élevés, étant donné la situation du marché du travail dans certaines économies. Alors, quels sont les segments de la construction qui en profitent? Pas tant les infrastructures. Je sais qu'on parle beaucoup du Green Deal en Europe. Ce sera quelque chose de sans doute structurant à moyen terme, mais à court terme, il ne faut pas en attendre monts et merveilles, au moins pour l'année 2020, bien sûr. Donc, c'est essentiellement l'immobilier résidentiel. Pourquoi ? Eh bien, vous le voyez à droite, dans le cas des États-Unis, mais encore une fois, c'est pareil, c'est valable pour la plupart des économies européennes. Eh bien, aux États-Unis, pour la première fois depuis 1972, la croissance des salaires des ménages est équivalente au taux hypothécaire à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire pour un ménage ? Ben, ça veut dire que pour la première fois depuis 1972, il a sa croissance de ses revenus qui équivaut, on va dire, à la croissance de sa principale charge. Donc même s'il y a des ménages américains et des ménages européens qui sont très endettés, il est quand même assez peu probable qu'on observe une crise de liquidité à court terme parce que cette année, les ménages auront de quoi rembourser leurs créances. Donc a priori, cette politique monétaire ultra-expansionniste qui favorise la hausse des prix de l'immobilier, c'est quelque chose de très favorable pour les ménages. L'inflation reste basse, les taux restent bas. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, on l'évoquait déjà cette question l'année dernière, il semble qu'il y ait une déconnexion en Europe comme aux États-Unis entre d'un côté ces indicateurs macroéconomiques, inflation basse, prix de l'immobilier élevé, et puis de l'autre, eh bien, ce que ressentent les ménages. Parce que quand on pose la question aux consommateurs, aux citoyens européens, c'est ce que fait la Commission européenne dans le cadre de cette enquête Eurobaromètre qui est réalisée tous les 6 mois, eh bien, et on pose la question aux ménages, quels sont vos 2 principaux problèmes? De très loin, et ça ne change pas malgré l'inflation qui a beaucoup baissé, eh bien, ils nous disent c'est l'augmentation des prix. Donc comment expliquer ça? D'un côté, la Banque centrale européenne nous dit il faut que j'injecte encore toujours plus de liquidités parce que l'inflation est trop basse. Et puis de l'autre, les ménages qui disent exactement l'inverse et qui descendent dans la rue pour certains d'entre eux en disant « maintenant, pour moi, les prix augmentent trop ». Comment expliquer ça? Il y a différentes causes possibles. La première, c'est un effet de perception sur les prix. En tant que consommateur, par exemple, on achète beaucoup plus souvent des biens dont le prix augmente, le pain, les légumes, les fruits, et on achète beaucoup moins fréquemment des biens dont le prix diminue, téléviseurs, téléphones portables. Donc ça peut nous donner l'impression que l'inflation est plus élevée qu'elle ne l'est. Donc ça donne plutôt raison à l'indicateur macroéconomique. Mais ensuite, ce qui donne plutôt raison à la perception, c'est que vous avez d'autres effets. Par essence, l'indice des prix à la consommation est macroéconomique, donc il reflète la situation d'un ménage moyen. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il reflète bien la situation, par exemple, des 20% de la population les moins aisés, ou même des 20% de la population les plus aisés. Donc pour y voir plus clair sur cette question de la perception, essayons justement de regarder quel a été l'impact précis par catégorie de ménages de cette politique un peu inhabituelle d'achat d'actifs de la Banque centrale européenne. Il y a 2 effets. Le premier, il est sur le revenu des ménages. Et vous le voyez là sur le graphique de gauche. Par catégorie, par quintile de revenus de la population. Qu'est-ce qu'on voit? Quand la Banque centrale européenne se met à acheter des actifs, elle espère par ce biais relancer le crédit, relancer l'activité et créer de l'emploi. C'est ce qui se passe. Et qui en profite? Eh bien, ce sont essentiellement les ménages qui sont les moins aisés. C'est ce que vous voyez là avec la grande barre bleue sur le graphique de gauche. Pourquoi? C'est très simple. Parmi les ménages qui sont les moins aisés, vous avez beaucoup de personnes sans emploi. Donc quand l'emploi redémarre, ce sont les premières à retrouver un emploi et à voir leurs revenus augmenter. Donc de ce point de vue-là, la Banque centrale européenne favorise plutôt les ménages à bas revenus. Après, elle a aussi un autre impact, cette politique d'achat d'actifs. C'est que, eh bien justement, elle augmente le prix des actifs. Or, quand vous regardez le patrimoine des ménages européens,
Ça, c'est le patrimoine pour les 4 principales économies de la zone euro, donc France, Allemagne, Italie, Espagne. Ce qui l'emporte le plus, c'est que l'essentiel de ce patrimoine, il est composé, c'est ce que vous voyez en turquoise, de biens immobiliers. Or, je le disais tout à l'heure, cette politique de taux zéro, elle est favorable au prix des biens de l'immobilier. Et là, qui en profite le plus? Eh bien, les ménages les plus aisés. Donc, au final, quel est l'impact de cette politique monétaire sur les inégalités sociales, sur le sentiment de frustration? C'est difficile à dire parce qu'elle favorise à la fois les ménages les moins aisés et à la fois les ménages les plus aisés. En revanche, ce qu'on peut dire avec beaucoup de certitude, c'est que ceux qui ne semblent pas en profiter, ce sont ceux du milieu, ce sont les classes moyennes, c'est-à-dire celles qui se plaignent déjà de payer trop d'impôts et celles qui, en partie, descendent dans la rue pour critiquer ces politiques. Alors, malgré tous ces désavantages, malgré l'incapacité de cette politique monétaire à finalement agir sur le contentement, le niveau de contentement, de satisfaction de la société. Pourquoi est-ce que cette politique est mise en œuvre? Eh bien, pour une raison évidente, vous le voyez derrière moi, c'est quand même le seul moyen des taux bas de maintenir en vie des entreprises qui sont très endettées et qui croissent peu. Ces dernières années, on a beaucoup évoqué cette question de la solvabilité d'entreprises très endettées, les entreprises dites zombies. On avait notre propre quantification. Là, je vous montre rapidement une mesure un peu alternative qui, finalement, regarde pays par pays et par type d'entreprise le ratio de couverture des intérêts. Et qu'est-ce que ça vous montre? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui sont à risque. Là, vous voyez la part de l'endettement des entreprises à risque, donc avec un ratio de couverture des intérêts inférieur à 1. Il a baissé dans la quasi-totalité des grandes économies, pas parce que la profitabilité des entreprises a augmenté, le numérateur, mais plutôt parce que le dénominateur, eh bien, la charge d'intérêt, en raison des taux bas, a diminué. Ceci dit, quand même des exceptions. Vous voyez qu'au Royaume-Uni, les niveaux restent élevés, et aux États-Unis, notamment pour les petites entreprises, il y a un niveau de risque qui semble également élevé. Alors, autre indicateur habituel de risque de crédit des entreprises, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer, les défaillances. On anticipe cette année, à travers nos prévisions de croissance du PIB, une augmentation du nombre de défaillances d'entreprises d'environ 2% dans le monde. C'est quasiment la même chose que l'année dernière, avec une augmentation dans 80% des pays, bien sûr, à des rythmes très différents. Il y en a quand même quelques-uns à gauche qui ne devraient pas voir leur défaillance augmenter. Pour la plupart d'entre eux, notamment les principaux marchés, on anticipe une augmentation du nombre de défaillances avec un rythme assez limité, entre 1% pour la France jusqu'à 3% aux États-Unis, 2% pour l'Allemagne. Donc pour résumer tout ça, jusqu'ici j'ai beaucoup parlé de taux bas, de croissance qui ralentit, de défaillance qui augmente un peu, mais pas tant que ça, d'entreprises zombies. Donc tout ça fait beaucoup référence, bien sûr, à la japonisation des économies, à ce scénario à la japonaise. Dans ce scénario à la japonaise, eh bien, ce qu'impliquent ces entreprises zombies, c'est que les banques consacrent une grande partie de leur financement à refinancer, réaccorder de nouveaux crédits à ces entreprises très endettées. Et le problème, c'est que l'enseignement du Japon nous montre que ça donne d'autant moins de ressources supplémentaires à ces banques pour financer de nouvelles activités créatrices de croissance. Donc si on était dans un scénario à la japonaise, on aurait à la fois assez peu de défaillances, c'est le cas, à la fois des taux bas, c'est le cas, mais aussi à la fois assez peu de création d'entreprises. Or, qu'est-ce qu'on observe là pour les principales économies de la zone euro? Eh bien, pour la plupart d'entre elles, c'est malheureusement le cas. Vous voyez que le nombre de créations d'entreprises a stagné depuis 2 ans. Il y a quand même une exception, et ça va faire plaisir à beaucoup de gens dans la salle, c'est la courbe en verte qui représente la France. Donc finalement, il semble que nous soyons une exception, et je tiens à préciser que nous n'avons pas inclus les auto-entrepreneurs pour les raisons que vous connaissez. Donc je termine sur une bonne nouvelle, ce qui ne m'empêche pas de rappeler les principaux messages de cette présentation. Le protectionnisme, ça ne concerne pas seulement les États-Unis et la Chine, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Les politiques monétaires aident à atténuer le cycle économique, mais elles ne peuvent rien pour faire face à la vague de mécontentement social qu'on voit. Et donc, sur ces belles paroles, je vous remercie et je laisse la parole à Thierry pour la suite de la journée. Merci beaucoup.